podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses. Rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique sans prise de tête sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict et globalement toutes les applications de podcast. Et puis on va expliquer la politique avec mon camarade Nemo. Je suis désolé, je suis pas très réveillé ce lundi. Salut Adrien, je vais pas te demander comment ça va, je pense que les auditrices et les auditeurs auront compris que tu es clacasse, que tu es éclaté au sol. Alors oui, exceptionnellement, on enregistre ce podcast le lundi soir, sachant que c'est un podcast pour le lundi, c'est un peu dur pour moi. Alors la prochaine fois, tu diras juste dans votre application de podcast préférée. Mais ouais, t'as vu ? Moi, je te donne des petits tips pour faire du podcast, n'hésite pas à demander. Eh ben, heureusement que tu es là, parce que on commence avec un son fat. Un son... Ah ouais, c'est du gros son. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds. C'était Pac-Man. Bah oui, parce qu'aujourd'hui on parle de quoi, Nemo ? Eh bien, on va parler de la politique agricole commune, la PAC. Très souvent résumé comme ça. Et estimez-vous heureux, vous avez échappé à Tupac. Voilà. Si notre camarade JB d'À Gauche Toute nous avait pas dit prenez Pac-Man, vous étiez parti pour du Tupac. Sachez-le. Qu'on remercie et qu'on retrouve dans le podcast À Gauche Toute. Donc, la PAC, la politique agricole commune, à l'origine fondée sur des mesures de contrôle des prix et de subventions pour moderniser et développer l'agriculture. C'est une vieille histoire. Ouais, petite précision déjà, il faut dire c'est une politique européenne, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de français. Oui. La politique agricole commune, le C de commune, il vient parce qu'elle est commun à l'Union européenne. Et donc pour situer vraiment d'où ça vient, parce que la PAC, il y a l'histoire courte qu'on va probablement vous raconter durant cette émission et l'histoire longue. Et croyez-le ou non, Adrien et moi on était d'accord, mais la page Wikipédia de la PAC, c'est une série Netflix. Là, on vous en fait le résumé, la bande-annonce, mais si vous êtes intéressé, foncez sur la page Wikipédia. Pour revenir sur l'histoire de la PAC, ça a été fondé sur un constat très simple, c'est qu'au sortir de la guerre, et puis quand l'Union européenne a commencé à se monter, à se construire, les pays se sont rendus compte, mais en fait, à part la France et je sais plus qui d'autre, je crois peut-être l'Allemagne, un truc comme ça, on n'est pas vraiment autonome au niveau alimentaire, en fait, on est obligé d'importer des trucs, et on a connu la guerre, et ça craint un peu. Et aujourd'hui, vous pouvez vous dire, non, mais rappelez-vous du début de la crise sanitaire, quand on se demandait s'il allait y avoir de la bouffe dans les supermarchés. Et voilà, la PAC, ça part d'un problématique comme ça. C'est comment on organise l'agriculture au niveau européen entre tous les pays pour que les pays montent en capacité à produire, parce que c'était ça vraiment au sortir de la guerre, dans les années 50-60, vraiment le nerf de la guerre, si j'ose dire, alimentaire, c'était comment produire. Et aussi, il y a ce qu'ils appellent le deuxième pilier, c'est-à-dire c'était le développement de la ruralité. C'est-à-dire que même déjà à l'époque, on se posait la question du poids des villes par rapport aux campagnes. Donc, d'une question qui est très simple à comprendre, ça a inauguré des dizaines d'années de politique européenne, et c'est fascinant. Et déjà, rien que sa création, puisqu'en fait, les grandes lignes sont tracées dans le traité de Rome en 57, mais la PAC ne prend vraiment, n'est vraiment tangible qu'à partir de 1962. Et comme tu l'as dit, alors que le traité de Rome il institue la libre circulation des marchandises, il faut donner une libre chance à tous et en même temps nourrir l'Europe. Donc il y a la possibilité de monter une grande stratégie agricole pour nourrir l'Europe. Il y a aussi tout simplement la possibilité de le faire, puisque c'est quelque chose d'assez facile, puisque c'est en termes économiques, c'est des gros indicateurs comme le prix du blé par exemple. Et puis, c'est tout simplement l'occasion de donner une consistance à l'Europe qui restait, très floue, tout simplement. Dire, okay, dans les terres. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ok, on fait la paix, mais bon, globalement, pourquoi faire la paix si on est concurrent, en tout cas sur le marché agricole. Et pour vous donner un ordre d'idée,
c'est quand même 35% du budget européen, donc c'est assez énorme, et c'est même jusqu'à 45%, et c'est en baisse, et c'est quand même 45% si on compte le développement rural. Donc c'est un énorme budget, et comment ça se traduit concrètement, Nemo, cette politique agricole commune? Il y a plein de mécanismes différents. Ce qui est important à comprendre, c'est que ça se traduit directement différemment selon les époques. Puisqu'évidemment, les majorités d'idées, les majorités parlementaires aussi, parce que maintenant, le Parlement européen a son mot à dire sur les finances de l'Union européenne. Donc voilà, la PAC se négocie également entre la Commission et le Parlement. Grosso modo, avant, c'était la Commission qui faisait la pluie et le beau temps. Là, maintenant, le Parlement a son mot à dire. Mais concrètement, comment ça se traduit? Eh bien, ce sont des aides aux agriculteurs. Alors, à une époque, il y avait ce qu'ils appelaient les prix garantis, c'est-à-dire que, par exemple, vous aviez des prix fixés au niveau de l'Union européenne qui étaient des prix d'achat garantis. Alors ça, c'est quasiment obsolète. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Maintenant, il y a des aides. Alors, ce qu'ils appellent, il y a des compensations pour permettre justement à l'agriculture de vivre. Mais il y a également des compensations si les personnes font des exportations. Ils appellent ça des restitution. Alors en réalité, c'est quand vous vendez votre marchandise à l'extérieur de l'Union européenne à un prix moins cher que le prix moyen européen, les agriculteurs de l'Europe compensent le manque à gagner en quelque sorte. Et ça, c'est le premier pilier, donc l'agriculture. Et le deuxième pilier, donc c'était la politique de ruralité. Bon, c'est toutes des mesures environnementales. Maintenant, c'est des mesures environnementales. À l'époque, c'était la défense de la ruralité. Mais le deuxième pilier a toujours été plus faible que le premier, parce que le cœur de la politique agricole commune, c'était produire, produire et produire. Et c'est d'ailleurs ce qui rend le clash, en fait, au bout d'un moment, entre les différentes formations politiques. C'est parce que, bien entendu, non seulement il y a la montée des enjeux écologiques qui deviennent de plus en plus importants, mais il y a également le traditionnel opposition entre les différentes visions de comment doivent se faire des aides européennes. À noter qu'une conséquence concrète, et j'en viens peut-être au côté plus négatif de la PAC, c'est que le versement des aides fait l'objet d'une véritable guerre économique et politique entre les États, et la France est aux premières lignes parce qu'on est les premiers bénéficiaires de la PAC, mais c'est également une politique de gros chèques, c'est-à-dire que comme à un moment donné ils versaient en fonction de la taille de l'exploitation, eh bien les personnes qui touchaient le plus d'argent de la PAC c'était déjà des grands propriétaires, donc c'est-à-dire en Angleterre, je crois que c'était le prince Charles, enfin la famille royale, qui touchait des aides. Donc voilà, il y a vraiment des tas d'aspects positifs et des aspects aussi négatifs à la PAC parce que c'est une guerre interne en quelque sorte. Mais, et c'est également une guerre vis-à-vis de l'extérieur. Il faut savoir que la PAC a été réformée notamment parce que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et des grands pays comme les États-Unis notamment, voyaient d'un très mauvais œil une politique de protection au niveau de l'Union européenne, parce que qui dit politique agricole commune dit également protection envers l'extérieur, c'est-à-dire on se protégeait en infligeant des prix, etc. On était à total rebours, sans mauvais jeu de mots, d'un ultralibéralisme qui gagne du terrain aujourd'hui dans la façon dont est envisagée la PAC. Et comme tu l'as dit, ça bénéficie au plus gros, et en France, je regardais ça, en 2019, c'est quasiment 7 milliards d'euros d'aides directes ou indirectes qui sont versées à la France, et on est devant l'Allemagne et l'Espagne. C'est assez fou. Il y a une disparité. Alors tu l'as dit, effectivement, les gros gagnent, touchent beaucoup en aide, et aussi une disparité entre secteurs, puisque on voit du secteur du blé, du lait, de la viande qui reçoit des aides et pas d'autres, comme la viticulture par exemple. Et pourtant, Dieu sait qu'en France, en viticulture, on est quand même pas mal. Oui. Et donc et puis même des questions de mesures. J'ai découvert ça, j'étais loin de ces sujets-là, puisque selon qu'on a une aide à l'hectare ou une aide à la tête du bétail, on a plus ou moins d'aide. C'est vrai que c'est assez hallucinant quand on voit ça, ces masses d'argent qui circulent, et à côté, le monde agricole qui a l'air en souffrance totale.
Bah oui, parce que alors après, c'est un peu comme un vaccin, en fait. Le vaccin, on le voit pas son effet parce que justement, il se passe rien si jamais il marche. Et la politique agricole commune, on pourrait se dire que c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que on verrait qu'elle est pas là si jamais il y avait beaucoup plus de gens qui mourraient d'absence de son absence. Et surtout en France, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que on en parle quand même un peu de la politique agricole commune, mais on en parle mais vraiment très peu par rapport à la quantité qu'on touche et surtout à l'importance qu'a cette politique au niveau européen. Et il faut savoir que quand je dis qu'il y a des guerres, c'est que la désavantage de faire une politique agricole commune, c'est qu'il faut tous se mettre d'accord, et c'est comme dans une famille, il y a des cadavres dans le placard dont beaucoup de gens évitent de parler, ou quand ça ressort, ça se passe pas très très bien, où il commence à y avoir des embrouilles. Il faut savoir par exemple que la PAC, avec l'émergence de l'écologie politique, l'arrivée de députés écologistes notamment, va avoir de plus en plus de conditions environnementales pour toucher les aides. Le problème, c'est que qui contrôle l'application de ces normes environnementales ? Eh bien, pour une large part, c'est les États eux-mêmes. Et la France s'est déjà fait rappeler plusieurs fois à l'ordre sur le fait que les chiffres fournis par la France sont remis en question parce que certains disent qu'ils sont arrondis, qu'ils sont arrangés, etc. Parce que la France veut aider son agriculture. Et même si, alors je vais être assez cynique, mais même si l'électorat paysan et agricole, c'est quand même pas grand-chose en termes de nombre, purement en termes de nombre, l'agriculture en France, ça a une valeur, ça a une puissance et une valeur symbolique incroyable. Et je reviens repenser à mars 2020 et à des moments donnés où on s'est dit non, il faut absolument que l'agriculture continue de tourner en France, où on avait le ministre Bruno Le Maire qui venait dire non, nous ne manquerons pas de nourriture dans les supermarchés, mais en France, ça, c'est essentiel, c'est vraiment l'essentiel de la politique. La nourriture, le prix de la nourriture, je ne vais pas vous refaire 1789 et le prix du pain, mais voilà. Et donc, cette politique agricole commune, c'est une bataille d'année en année, elle se réforme, elle change d'année en année, il y a des consultations, etc. Et c'est une bataille qui est jamais finie, quoi. Et un des angles morts, a priori, tu vas me dire si je me trompe, c'est l'agro-business, c'est-à-dire la transformation de ces matières premières, que ce soit, on a dit blé, lait, viande et bien d'autres, qui semble, comment dire, parce que c'est elle qui vend et qui se fait le plus de bénéfices, manifestement. On l'a bien vu, effectivement, avec la pauvreté dans le milieu agricole en France. Et pourtant, c'est eux qui vont négocier des prix toujours plus bas au monde agricole. Ouais. Mais c'est d'une extraordinaire complexité de toute façon à ce niveau-là. Il suffit de prendre un sujet qui a l'air tout bête, mais il y a des produits qui sont interdits, notamment, enfin peut-être pas interdits, mais qui sont compliqués, qui sont très fortement taxés à l'import en Europe. Et si je dis pas de bêtises, il y a notamment des trucs de sucre, notamment des sirops de sucre, etc., qui étaient très compliqués à faire venir parce que ça concurrençait les betteraves d'un autre pays, etc. Une fois que tu te lances là-dedans, tu te rends compte, ah oui, pour des légumes, c'est pas simplement 3 patates que tu fais pousser dans un coin, c'est une économie et c'est une alimentation en alimentaire, justement, de millions de personnes, c'est la survie d'entreprises, d'indépendants, etc., et d'ouvriers agricoles, etc. C'est sans fin, la PAC, c'est vraiment les personnes qui doivent mettre en place ça, les commissaires européens, et maintenant, du coup, le Parlement européen, il y a, c'est un peu la démocratie en coulisses quand même, pour le coup, c'est vraiment des batailles en coulisses, à tel point que c'est à se demander aussi, c'est une question qu'on peut se poser, quelle est la légitimité de la PAC à partir du moment où c'est quand même une politique qui est décidée à très haut niveau, et quand ça arrive à nouveau des États, alors les États ont leurs autonomies, j'en ai parlé au niveau des contrôles, voire même on commence à voir venir des réglementations qui peuvent être nationales, ce qui, normalement, pour une politique agricole commune, est un paradoxe, puisque normalement c'est censé être commun, mais c'est commun, mais chacun fait ce qu'il veut un peu dans son coin. Donc voilà, il y a des tas de questions qui sont posées et on va pas rentrer vraiment dans les détails de la PAC dans cette émission. On n'a plus le temps en plus. Voilà, c'était pas l'objectif, mais c'est vraiment et c'était vraiment pour vous donner envie de vous intéresser à ce sujet et pour vous dire voilà, vous en avez peut-être entendu parler de la PAC. Mais vraiment, et si vous avez un peu de temps, vous avez 1 heure, 2 heures à tuer, lisez la page Wikipédia, essayez de regarder, etc. Vous allez voir, ça met en place des tas de choses, des institutions dont vous n'avez peut-être même pas idée qu'elles existent.
Et voilà. Et je comprends pas, pour terminer, je comprends pas pourquoi l'Union européenne a autant de mal à communiquer là-dessus. Je veux dire, tout le monde voit l'Union européenne, tu l'as dit, pour la paix, etc. Alors que, bon sang, si jamais il parlait de la PAC et qu'il y avait des débats sur la PAC au niveau européen, ça, c'est une idée... Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment l'Europe, en fait, c'est concret. C'est vraiment l'Europe concrète. Mais faut croire que le sujet est, entre guillemets, pas assez bandant pour vraiment imprimer, quoi. Effectivement, peut-être que, comme tu l'as dit, ça représente une marge trop infime électoralement parlant, et aux élections, on a tendance à plutôt parler de problématiques internes, plutôt intérieures. Mais je suis persuadé qu'on peut intéresser des tas de gens à l'Union européenne en partant de ça, en partant de la nourriture, en parlant de comment elle est faite, en parlant des prérogatives environnementales qui vont être prises, etc. Et il y a des tas de moyens d'intéresser à ces sujets-là, notamment en partant de ce genre de problématiques. Une problématique, et là ça commence, comme tu l'as dit, alors avec les questions environnementales et puis aussi les questions sanitaires, hein. On a bien vu sur les différents accords sur par exemple de la volaille transformée, sur le chose, avec l'Amérique du Nord. On va s'arrêter là pour ce Restons Polis. Merci beaucoup Nemo. Merci Adrien. On te retrouve très prochainement, si j'ai bien suivi, dans Swing State, ouais. C'est ça ? On me retrouve donc le 3e jeudi de chaque mois, c'est super simple à s'en rappeler. Non. Sur ma chaîne Twitch pour Swing State. Et sinon, on me retrouve dans la gauche toute et dans le canapé game. Merci encore, merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS, merci à YouPod qui nous permet de mettre ce podcast sur YouTube, merci à Suzy Q pour le générique, et merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Ça fait très chaud au cœur chaque fois que je mets le nez dans les stats. Voilà, continuez à propager la bonne parole, à le conseiller aux copains, copines, aux cousins, aux cousines, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.